Après avoir déclaré forfait à Monte-Carlo, tous les yeux sont rivés sur le Mallorquin, dont le retour sur les cours reste enveloppé de mystère. Dans cette vidéo, nous décryptons les raisons stratégiques du choix de l'Espagnol de jouer à Barcelone plutôt que d'attendre encore un petit peu pour s'aligner sur Madrid, et nous examinons de près chaque indice qu'il a pu divulguer lors de ses sessions d'entraînement en terre catalane. Avec seulement 3 matchs joués cette saison, et surtout son dernier match sur terre remonte à sa finale gagnée à Roland-Garros 2022, chaque moment nous rapproche de la réponse. Assistera-t-on au retour du roi de la terre battue, ou est-ce que l'on doit se préparer à une énième déception? Plongez avec nous dans l'analyse de l'un des retours les plus scrutés et incertains de l'histoire du tennis. Il faut savoir que le tournoi de Barcelone, c'est un tournoi particulier qui est cher à Rafael Nadal. Sa première participation, elle remonte à 2003, où il avait eu une wildcard, il s'était hissé au second tour, où il avait donné des sueurs froides à Alex Corretja, et déjà à cette époque, on pouvait voir tout le potentiel de cette future légende. Et Corretja, durant les années qui ont suivi, il pouvait être fier, parce que c'était le seul à avoir délogé l'Espagnol à Barcelone, étant donné que par la suite, Rafael Nadal va décrocher 8 titres consécutifs à Barcelone. Il va être invaincu jusqu'à Barcelone 2014 et une défaite en 3-7 contre Nicolas Almagro. Sa seule non-participation, c'est 2010. On sait qu'après les soucis qu'il a eu en 2009, il a préféré alléger son planning en 2010 en faisant uniquement les 3 Masters 1000 pour arriver le plus frais possible à Roland-Garros. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que depuis 2013, il a cumulé encore 4 titres à Barcelone. Le dernier en date, 2021, dans une finale homérique contre Stefanos Tsitsipas, ce qui fait que le bilan des courses pour lui, c'est 12 titres en terre catalane. Le bonhomme, il s'est tellement gavé à Barcelone que depuis 2017, il a un cours à son nom, la Pesta Rafael Nadal. Rends-toi bien compte, un cours à ton nom, alors que le mec, il est encore en activité. C'est un sacré hommage. Et je vous vois venir, il y a quelques jours, il déclarait forfait pour Monte-Carlo en disant qu'il ne se sentait pas encore prêt à concourir au plus haut niveau. Quelques jours après, il a posté des vidéos, des photos de ses entraînements pour donner un petit peu d'optimisme à ses fans. Et là, on voit s'aligner une semaine après à Barcelone. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas attendre Madrid pour reprendre la compétition? C'est assez simple, parce que Barcelone, c'est un petit peu la zone de confort de l'Espagnol. 12 titres là-bas, 94% de victoire, alors que Madrid, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. On a un terrain en altitude, la balle vole beaucoup plus, ce qui va favoriser les grands serveurs. On sait que l'Espagnol, depuis que c'est passé sur terre battue, c'est seulement 4 titres et 83% de victoire là-bas, donc ça reste tout simplement monstrueux à l'échelle d'un joueur, 83% de victoire. Mais on sent quand même une différence de 10% de victoire, ce qui est non négligeable pour un joueur qui va chercher du rythme, de la confiance, et également à glaner quelques points, parce qu'il est très loin au classement, et il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'interrogations concernant Rafael Nadal par rapport à son état physique. On aura l'occasion d'y revenir. Mais pour moi, c'est un choix qui est pertinent. C'est un ATP 500, l'autre c'est un Masters 1000, donc la concurrence n'est pas la même. Et pour reprendre un petit peu de jeu, pour revenir sur le circuit, parce que là c'est vraiment ses premiers pas de nouveau sur le circuit, sur cette saison sur terre, ce choix est tout sauf anodin. Et comme je le disais, ce retour à la compétition est entouré de plein de mystères. On a un Rafael Nadal qui est arrivé extrêmement tôt à Barcelone. Il est arrivé le 10 avril, soit 6 jours avant son entrée en lice, étant donné qu'il disputera logiquement son premier tour ce mardi en milieu d'après-midi. Il voulait se tester au maximum, prendre des sensations du court, également faire des sets d'entraînement contre des adversaires. Il a pu affiner son jeu et également voir un petit peu là où il en était. Donc d'entrée, il a été confronté à David Jorda, un joueur barcelonais 298e mondial, où ça a été extrêmement compliqué. Il aurait perdu le set d'entraînement. Le lendemain contre Sébastien Baez, il y avait un petit peu de mieux, d'autant plus que l'Argentin, c'est un véritable baromètre sur terre battue. Et son troisième jour contre Davidovich Fokina, où là encore, ça montait tout doucement en puissance, même si par rapport à ceux qui étaient sur place, c'était compliqué au niveau de ses déplacements, où il est apparu assez lent. Et également, il commettait assez rapidement des grosses fautes directes dans l'échange. Et ce qui a été scruté, c'est également son service. A priori, ça allait, parce que lui-même a dit qu'il avait une douleur au niveau de l'abdomen depuis l'Australie, où sa blessure contractée contre Jordan Thompson à Brisbane a été assez vite solutionnée. Mais derrière, c'est un autre endroit de son corps qui a pété. De toute façon, son corps, là, il pète de partout. C'est extrêmement compliqué. Donc, on a un Rafa qui ne sait pas trop où il va, il le dit lui-même, il avance au jour le jour, d'autant plus que je te rappelle qu'en juin dernier, il a été opéré au niveau de la hanche. Quid de ses déplacements sur terre battue? On sait forcément qu'il y a un temps de réadaptation, même si c'est une surface naturelle pour lui, mais sur terre, il faut glisser, et quand tu as une hanche comme ça un petit peu défaillante, même si l'opération s'est bien passée, ça risque d'être beaucoup plus compliqué
déjà qu'il avait ralenti au niveau de ses déplacements, qu'il se déplaçait beaucoup moins vite. Mais si sur terre, la glissade, il se retient un petit peu, il va perdre davantage de terrain. Et quelques jours après, le jour du tirage au sort, Rafael Nadal s'est entraîné avec Andrei Rublev. Il lui a mis 6-1 à l'entraînement et c'est là qu'on a découvert son nouveau geste au service pour justement moins solliciter la zone au niveau de l'abdomen et exercer une pression moindre. Donc c'est vrai que c'est pas très sexy, mais bon, écoute, s'il a mis 6-1 à Rublev, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner sur la suite et comment il se sent au niveau de ses déplacements s'il ne va pas trop rapidement à la faute. On note également un changement dans sa préparation côté coup droit avec une préparation beaucoup plus ample, à voir si c'est confirmé en match officiel ou si c'était juste parce que dans les entraînements, il tapait la balle de façon assez légère. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix possible également d'être encore plus ample sur sa préparation côté coup droit. Donc à confirmer s'il joue ses premiers matchs. Tout ça pour dire que c'est difficile d'affirmer qu'il s'agit de grosses blessures ou non concernant Rafael Nadal. Personnellement, pour moi, c'est plus le corps d'un joueur qui va avoir bientôt 38 ans, qui l'a maltraité tout au long de sa carrière, de par son jeu extrêmement physique, également ses défaillances avec des pépins au genou, au dos, aux poignets, aux abdominaux. Et tout ça, ça se cumule. Et finalement, son corps lui fait payer en fin de carrière. Et là, on a forcément l'ego de Rafael Nadal qui parle, qui se dit que son niveau là, il n'est pas suffisamment bon par rapport à ce qu'il a vécu récemment, même en 2022, où sur une jambe, il est capable de gagner Roland-Garros. Là, il est très loin de ce niveau moyen. C'était pas Nadal Prime en 2022. Et je pense que dans sa tête, il se dit, mince, c'est ça mon niveau de jeu maintenant. Là, je galère à rattraper des balles en extension côté revers. J'arrive plus à me déplacer vers l'avant de façon rapide. Qu'est-ce que je peux faire au plus haut niveau, quoi? C'est pas mon niveau. C'est pas ce que j'ai fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de frustration, ce qui est totalement normal, logique, par rapport à un joueur qui a énormément tiré sur la corde. Et là, à bientôt 38 ans, de se dire qu'il est plus capable de revenir à ce haut niveau, ça le pousse à déclarer forfait de tournoi en tournoi. Et Nadal, c'est un champion. Il a un orgueil. En aucun cas, il peut se dire, je m'aligne sur ce tournoi avec ce niveau-là, parce que derrière, il sait qu'il va se faire broyer. Et là, on pointe du doigt le vrai problème, ses attentes et son niveau réel sur le terrain quand il s'entraîne. Je pense que c'est des petits pépins physiques qu'il a et que son corps lui fait payer un petit peu chaque matin quand il se réveille. Ah, j'ai un peu mal là, j'ai un peu mal là. Sauf qu'à un certain âge, tous ces pépins physiques cumulés fait que tu ne peux plus t'exprimer comme tu le souhaiterais sur un terrain. Tu vas être beaucoup moins rapide, beaucoup moins véloce et ça devient beaucoup plus compliqué. Et derrière, je pense que Rafa, il n'a pas envie de montrer ce visage. Il a encore en tête, il y a 2 ans, l'Open d'Australie, Roland-Garros, où il n'était pas à un niveau exceptionnel, mais ça lui permet quand même d'être invaincu sur le premier semestre en majeur et qui se tient un peu comme référence, ce niveau moyen. Et je pense qu'il en est encore loin. Mais c'est transposable à n'importe qui de la vie de tous les jours. Forcément, quand tu es plus jeune, tu récupères beaucoup plus rapidement. Et à un certain âge, tu te dis, ça c'était quand même plus simple quand j'étais plus jeune. C'est pareil pour la capacité de mémorisation. Quand tu es étudiant, forcément, c'est quelque chose que tu vas énormément travailler. Mais au fil de l'âge, ça va être de plus en plus dur. Et là, c'est amplifié parce que Rafa, c'est une légende, c'est un champion. Il a eu des sommets et il s'éloigne de plus en plus de ces sommets. En tout cas, si tu veux être avec nous au sommet pour suivre cette saison sur terre battue qui a déjà bien commencé avec Monte Carlo, nous, c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter de l'actualité de la petite balle jaune. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur smash pour t'abonner et ne manquer aucun de notre contenu. Et si cette pastille t'apporte de la valeur, je t'invite à mettre un pouce bleu pour qu'elle soit recommandée à d'autres passionnés comme toi. On arrive à son tableau à Barcelone. Il a lui-même participé au tirage au sort. Qu'est-ce que le hasard lui a réservé? On va prendre son parcours théorique, match par match, et voir ce que ça peut donner. Au niveau de son parcours théorique, Koboli, Alex de Minaur, ensuite Fils ou Popirine, Humbert ou Fokina, Tsitsipas et Rublev ou Ruud. En finale, là, si on rêve un petit peu, c'est vrai que pour un Nadal moyen, sans grande forme, c'est quand même un bon tableau. Il peut être heureux de ce tirage au sort parce qu'il a de quoi monter en puissance. Koboli, qui avait fait un très bon parcours à l'Open d'Australie, depuis c'est un petit peu plus compliqué. Défaite contre Nadal à Monaco en qualif, contre Kotov à Marrakech. C'est un joueur qui n'a pas d'armes, qui joue bien du fond du court, qui est plutôt régulier. Donc c'est parfait pour jauger Rafa sur ses déplacements, sur son niveau du fond. Et contre de Minaur, là ça va monter d'un cran. On l'a vu, l'Australien. Il a fait un bon Monte Carlo, même si c'est pas sa surface naturelle. Il est capable de couper les trajectoires, d'agresser un petit peu Rafa, de lui priver de temps. Donc là, encore une fois, on va pouvoir jauger l'Espagnol. Et ensuite, je pense vraiment qu'il peut passer Koboli. Et contre de Minaur, même si c'est sur terre, là, la marche risque d'être un petit peu haute. Quoi qu'il arrive, victoire ou défaite, s'il s'aligne sur le court, c'est déjà une victoire pour lui. Étant donné que par rapport à toutes les galères qu'il a traversées, je pense qu'on peut être satisfait de voir Rafa de nouveau participer à une compétition officielle. Après, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de finir ce match, ces matchs,
en étant à peu près bien physiquement, ce qui risque d'être très compliqué pour le revoir de nouveau à Madrid, à Rome et pourquoi pas à Roland-Garros. Comme je te le disais, la saison sur Terre a bien commencé avec Monte Carlo, le premier Masters 1000 de l'année. Si tu veux une piqûre de rappel, je t'invite à aller voir cette vidéo.